Hello tout le monde and welcome back on the channel. Bon, je sais que ça fait un moment maintenant qu'on n'a pas fait de vidéo. Vraiment, on a manqué de professionnalisme complet. J'en suis vraiment désolé. On s'est laissé happer par le travail, par les vacances, par les projets, etc. Et on n'a pas pris le temps de faire une vidéo. Bon, entre-temps, comme vous le savez tous, nous nous sommes mariés. Donc il y a eu ça aussi à organiser un peu à la va-vite. Parce que ça a été un peu accéléré par un projet qui est en cours et qui, on l'espère, va prendre place. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez quand même eu le temps, on vous a laissé le temps de regarder tous nos contenus, en fait. C'est ça qu'on a essayé de faire. J'espère que tout se passe bien pour vous, que les vacances se sont bien passées, que la reprise a été bonne. J'ai la gorge un peu sèche parce qu'en fait, je viens de déjà tourner cette vidéo, mais en fait, elle dure plus d'une heure. Donc je me suis dit, ah, faut la raccourcir, mon gars, là, c'est beaucoup trop long. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le lire, pardon, en titre, c'est le bilan de mon expérience professionnelle. Une expérience de 12 ans aujourd'hui. Donc, chapitre 1, comment j'ai découvert que je voulais devenir coiffeur et comment je le suis devenu. Moi, j'ai toujours su depuis tout petit que je voulais être coiffeur. En tout cas, c'était dans mes métiers. Vous savez, quand on est petit, on a plein de métiers. Faire pompier, docteur, coiffeur, chanteur, etc. Bon, j'ai évidemment eu plusieurs métiers dans ma tête, mais en tout cas, le coiffeur est celui qui était là dès le départ et qui est resté jusqu'à devenir réalité. Donc ça a été assez simple pour moi de choisir ma voie en sortie de collège. Alors, premier obstacle, ça a été la conseillère d'orientation, puisque j'avais apparemment les notes suffisantes pour partir en lycée général, et que la coiffure était un métier dévalorisant, sale, difficile et pas pour les personnes avec mon niveau intellectuel. Comprenez donc que c'est pour les débiles et que c'est uniquement pour les personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir à l'école. I wanna say fuck you, which I did. Du coup, moi, étant entêté en fait, avant ce truc avec la conseillère d'orientation, je m'étais déjà préinscrit dans une école de coiffure, donc pour moi le chemin était tout tracé. Et puis j'avais pas non plus des notes exceptionnelles, hein. C'est-à-dire qu'on me disait que j'avais les capacités intellectuelles, mais enfin bon, j'avais 12, 13 de moyenne. C'était pas non plus, j'étais pas le meilleur niveau de la classe, loin de là. Et puis très sincèrement, je me faisais chier quoi. Je me faisais chier. Le collège, ça a été assez difficile. J'en ai jamais parlé avec mes proches, j'en ai parlé déjà avec mes amis, encore, je suis pas sûr. Mais le collège, ça a été des années assez difficiles parce que j'étais déjà un peu efféminé. J'étais en surpoids, j'ai pas traîné entre guillemets avec les bonnes personnes les 2 premières années et ça s'est entre guillemets retourné contre moi. Donc j'ai eu droit à tout le lot du collège, du bullying de collège type PD, pédale, enfin tout ce qui va avec, les mimiques, le full package quoi. Donc à chaque fois que fallait aller en sport, c'était un supplice parce que le vestiaire c'était pas mixte, c'était que les mecs, donc forcément les moqueries, etc. Même les bousculades, c'était assez intense. Avec le recul, je me rends compte que finalement c'était assez intense. Je pense qu'il y a plus intense, mais c'était déjà pas mal, hein. Heureusement, j'ai eu la chance de me construire un noyau d'amis un peu outsider, entre guillemets, qui correspondait pas au code des populaires du collège. Et puis, j'avais moins de... C'est débile, hein, mais je recevais beaucoup moins de moqueries de la part des filles que des mecs. Je pense qu'il y a à cet âge-là une certaine volonté de prouver sa virilité et finalement oppresser le mec qui semblait un peu féminin, un peu gay, c'était simple, c'était une façon simple de prouver sa masculinité, ce qui est complètement débile, hein. Donc c'était assez dur, j'étais en surpoids, donc j'avais des moqueries aussi par rapport à ça. On ne parle pas de l'étape du self, hein. Le self, alors là, si jamais j'avais le malheur, ça a dû m'arriver une fois de renverser mon verre, de casser le verre, vous savez. Enfin voilà, c'était pas les meilleures années.
Donc clairement, j'avais pas du tout envie de continuer dans ce cercle-là, même si je pense qu'au lycée, ça devient différent. Donc j'ai directement intégré une école de coiffure. J'ai pas fait d'apprentissage les 2 premières années, j'ai fait mon CAP en école privée. Donc ça veut dire qu'on avait apprentissage sur des têtes malléables et sur une clientèle et des cours théoriques, mais on était 100% en école, on avait juste une période de 6 semaines de stage. Ça a été une vraie délivrance de rentrer dans le domaine de la coiffure. Donc rien que pour ça, la conseillère d'orientation, voilà. Parce qu'ils prennent pas ça en compte, en fait. Ils prennent pas l'expérience personnelle qu'on peut ressentir en étant dans les espaces généraux, entre guillemets. Et ça, pourtant, ça a vraiment son importance parce que j'étais pas heureux, en fait, quand j'étais au collège. J'étais pas heureux. Donc ça a été une vraie délivrance. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Alors la première année, c'est un peu la période de test, entre guillemets. On voit ceux qui sont vraiment motivés et ceux qui ont fait ça parce qu'ils pensaient que ça allait être pour eux et qui finalement c'est pas pour eux. Donc la première année, c'est un peu le filtre, entre guillemets. Ceux qui ne se sentent pas de rester partent. Voilà, ça s'écume. Bon, c'est pas les années les plus fun, hein. Au niveau de l'apprentissage, on vous apprend à rouler des permanentes. On vous apprend à faire des coupes en brosse. On vous apprend à faire des brushings ultra classiques, des mises en plis, en tout cas à mon époque. On apprenait énormément la permanente, mais pas du tout les lissages, alors que déjà à cette époque-là, les lissages faisaient beaucoup plus que les permanentes, mais c'est les règles du diplôme, donc c'est voilà. Donc ça s'est très bien passé. J'avais des super potes. Tout le monde s'entendait super bien, c'était génial. Donc ensuite, j'ai intégré en apprentissage pour le brevet professionnel le Desange de Vichy, qui est jusqu'à aujourd'hui ma meilleure expérience salon, même si j'en ai eu une autre par la suite dont je vais vous parler, mais ma meilleure expérience salon, j'avais une bosse en or qui a su me motiver, me donner toutes les clés nécessaires pour que j'y arrive. J'ai fini premier régional au diplôme du brevet professionnel. Elle a vraiment su motiver. J'avais des collègues en or. Même si ça a été assez compliqué avec une des collègues la première année, mais finalement, quand tout s'est emboîté, on a fini par très bien s'entendre. Et puis ensuite, bon, elle a vécu un drame familial, donc ça a été plus compliqué pour elle personnellement par la suite. Mais en tout cas, il y avait vraiment une entente et qui s'est renforcée au fur et à mesure des mois. Donc finalement, ça a fini par très bien se passer avec tout le monde. Et ça a été une super expérience d'un point de vue de l'apprentissage. Énormément de patiente. Je la remercie énormément. Si elle regarde la vidéo, vraiment merci, merci, merci pour tout. Et à toutes les filles qui ont travaillé avec moi à ce moment-là. Ensuite, j'avais le projet de partir à New York déjà à cette époque. Donc on m'avait mis en relation avec la responsable régionale de Desange, qui m'a envoyé au Desange de Neuilly, qui à l'époque travaillait dans les bureaux de Desange et qui visiblement a la possibilité d'envoyer les gens travailler dans le réseau international de Desange qui à l'époque était implanté aux États-Unis. Donc j'ai fait un an d'assistant là-bas au Desange de Neuilly. Ça a été assez épique entre guillemets parce que déjà c'était un énorme salon. On était plus de 50 salariés. J'étais assistant coiffage avec une autre fille qui était juste trop gentille et tout. On a fait des soirées ensemble. J'assistais particulièrement 2 coiffeurs avec qui je suis devenu très très proche aussi, dont l'un qui fut mon ex, mon premier garçon. Donc Paris a débloqué pas mal de choses hein, quand même au niveau de la liberté, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Beaucoup de choses se sont mises en place finalement la première année où je suis arrivé à Paris. Je me suis vraiment découvert entre guillemets en arrivant à Paris. Donc c'est à cette époque-là que j'ai eu donc mon premier garçon, mes 2 premiers collègues qui étaient vraiment géniaux. Bon, c'était épique, hein. Il y avait vraiment des coiffeurs qui étaient là depuis des années, qui avaient des histoires, mais c'est juste... franchement, c'était une super année. Je m'entendais super bien avec la patronne, qui était la femme du boss. Qui était super gentil avec moi. J'avais accès au centre de formation tous les mardis soirs pour me former Desange. Donc j'ai bouffé de la formation Desange pendant 1 an, tous les mardis soirs. J'étais super motive après le travail, etc.
Donc ça a été vraiment une super expérience professionnelle. Cependant, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment eu de la chance au niveau de mon apprentissage, parce que les apprentis à ce moment-là n'avaient pas du tout reçu le même traitement que moi j'avais reçu en tant qu'apprenti à Vichy. Et d'ailleurs, ils restaient rarement plus d'une année, s'ils arrivaient jusqu'au bout de l'année. Donc ça me choquait un peu et ça choquait beaucoup les coiffeurs. Parce que c'était un peu des machines à briser les rêves en fait. Et j'ai retrouvé cette expérience-là dans tous les salons qui ont suivi en région parisienne. Enfin, dans tous les salons de franchise en tout cas. Donc voilà, ensuite on m'a dit au bout d'un an que je pouvais passer coiffeur mais pas dans le même salon. Donc il a fallu que j'intègre un salon du même groupe qui était donc le Camille Alban de Vélizy 2. Dans lequel j'ai reçu beaucoup de formations aussi au centre de formation Camille Alban, qui était plutôt pas mal. C'était une méthode un peu différente, mais quand même relativement similaire avec Desange, mais un peu plus libre, un peu plus frais, un peu plus créatif, entre guillemets, que ce que j'avais eu, en tout cas jusqu'à maintenant, en formation en tant qu'apprenti, en tant qu'assistant. Donc de ce point de vue-là, ça a été sympa. J'ai découvert le rythme de travail du centre commercial. Qui a un rythme de travail qui est très différent de ce que peut être un salon classique. C'est très soutenu, des heures de travail très longues parce qu'on travaille sur 4 jours. Donc on fait des journées de 10 heures. C'est incessant, le flow est incessant. Donc on est tout le temps debout et c'est vraiment de l'abattage quoi. Là c'est vraiment de l'industriel. Donc ça s'est bien passé, puis ça a fini par... J'avais des super collègues aussi, avec qui je m'entendais très bien. Puis ça a fini par s'effilocher, il y a eu un départ d'un premier salarié qui est décédé depuis, paix à son âme, avec qui je m'entendais vraiment un mec en or, mais comme never. Et qui n'a eu aucune gratitude à son départ, ça faisait des années qu'il était là. Et ouais, bah voilà, t'es parti, c'est ton choix. En gros, c'était presque, t'es qu'une merde, vas-y, dégage. Donc c'était assez choquant. Et puis finalement, avec le temps, c'est mon corps qui a fini par m'envoyer des signes. C'est-à-dire que j'ai fini par faire un malaise. Déjà un premier malaise dans le salon. Je m'en suis remis. Puis un deuxième, pour lequel j'ai été à l'hôpital. J'avais une chute de tension, etc. Ensuite, j'ai fait une première angine. J'ai découvert ce qu'était l'angine. Un bonheur de chaque instant. Donc une première angine surinfectée pour lequel j'ai été traité sous antibiotiques, etc. Mais qui a repris direct après. À peine fini le traitement antibiotique, bam, retour, mais en version mais pulvérisée quoi. Donc je me suis retrouvé aux urgences parce que j'avais un espace au fond de la gorge. Je pouvais même pas avaler un cachet. Je pouvais boire de l'eau, mais parce que je me forçais à boire de l'eau. Les antibiotiques ne fonctionnaient pas, ceux qu'on m'avait donnés. J'avais une résistance à cet antibiotique-là. On m'a envoyé en urgence à la salpêtrière parce qu'ils pensaient qu'il allait falloir m'opérer des amygdales. Au final, comme je m'étais forcé à boire, parce que c'était douloureux, mais d'un côté, c'était une sensation de relief, parce que j'avais l'impression que ça hydratait entre guillemets mes amygdales. Et là, la meuf m'a dit bon, vous pouvez boire de l'eau, donc vous allez pouvoir prendre les médicaments par voie orale. On va vous donner un truc bien costaud. Elle me dit au vu de votre tension, de votre état physique actuel et de la proportion qu'a pris ça, alors que vous aviez déjà eu une, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de vous épuiser et il est temps de vous écouter. Toujours est-il que quand je suis revenu en salon, on m'a fait comprendre qu'on avait sous-entendu aux salariés que je devais être pris en exemple parce que ma motivation m'avait amené à l'hôpital. Ok, donc en fait, si finir à l'hôpital, c'est un exemple de dévouement professionnel, bah non, en fait, non. Donc je suis allé voir le boss pour lui dire que bah voilà, ça se passait pas très bien, que j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à faire et j'étais assez délicat dans mes mots. Et puis bah, j'avais ce projet des États-Unis quand même, donc je voulais avoir des nouvelles, comment ça allait se passer. En fait, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait jamais eu de projet pour moi de m'envoyer aux États-Unis, qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire et qu'ils n'étaient même pas au courant de ce projet-là. Alors que bah, quand j'ai intégré leur entreprise, c'était la première chose que je leur avais dit. Donc si, vous étiez au courant.
j'ai quand même été recommandé, introduit par la responsable régionale qui leur avait soumis mon projet. Donc de là, j'ai repris contact avec la responsable régionale qui s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis désolé, machin. Ma boss de Vichy, mais en colère, mais tellement dégoûté de ma première expérience parisienne. Du coup, bah, j'ai démissionné. On ne peut pas dire que ce soit très bien passé parce qu'en fait, ensuite, on m'avait proposé d'intégrer un autre salon du même groupe, mais j'ai dit non. Donc, il faut savoir que beaucoup de coiffeurs ont un ego assez énorme, assez disproportionné, et que quand on leur refuse quelque chose, ça peut les vexer, entre guillemets. Donc voilà, ensuite j'ai donc intégré le De Sange de Saint-Germain-des-Prés, où on s'est rencontré avec Lucas. Donc la première année était assez délicate parce que j'ai laissé, entre guillemets, ma vie personnelle empiéter sur ma vie professionnelle. J'étais dans une relation toxique, donc ça se passait pas spécialement très bien. J'étais pas performant, très sincèrement. Avec le recul, je m'en rends bien compte. J'étais pas performant dans les chiffres, hein. Je travaillais il n'y avait pas de problème avec mon travail, etc. Mais il y avait un vrai problème avec la motivation que je montrais au travail. Cette relation s'est terminée. De là, de fil en aiguille, une alchimie s'est construite avec Lucas déjà depuis un petit moment. Et puis au final, ça a fini par une mise en couple, entre guillemets. Donc la deuxième année, de quitter cette relation toxique, j'avais eu un entretien avec mes boss et tout. Je m'étais même excusé à l'époque d'avoir laissé ma vie personnelle empiéter sur ma vie professionnelle. Et puis la motivation était revenue, mes chiffres étaient remontés à la hausse, etc. Mais le salaire ne suivait pas. Et puis ensuite, les objectifs de chiffres étaient atteints d'une manière globale, mais on nous demandait de faire des choses qui n'étaient plus du tout en phase avec ce que j'étais prêt à accepter. Et la première leçon à en retenir, mes 2 premières expériences professionnelles n'ont pas forcément été les meilleures, mais j'ai appris à reconnaître ce que j'étais prêt à accepter et ce que je n'étais plus prêt à accepter. Ou tout du moins, je savais que si j'acceptais tout ça, mon corps allait finir par me dire non, en fait, toi mentalement tu veux peut-être te persuader d'accepter ça, mais moi, ton corps, je décide que non. Donc j'ai appris de mes erreurs, entre guillemets. Tout du moins, j'ai appris d'une mauvaise situation, et c'est vraiment important. Apprenez des bons comme des mauvais côtés de tout ce qui va pouvoir vous arriver, parce que de fil en aiguille, ça va vous permettre de réussir plus tard. J'ai donc, on a eu quelques altercations pendant les réunions, etc. parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'ils nous proposaient. Et puis, en fait, on matchait plus. C'était plus cohérent. Donc, j'ai fini par démissionner. Le truc, c'est que Lucas a démissionné dans la suite. Peut-être 3 semaines après que j'ai démissionné. Mais il n'a pas démissionné parce que moi, j'ai démissionné. Il a démissionné parce qu'à ce moment-là, il avait, entre guillemets, vu ce qu'il avait envie de voir chez De Sange. Il voyait aussi ce qui se passait et il avait déjà eu des expériences professionnelles et personnelles, lui, derrière. Donc, il savait aussi ce qu'il avait envie de vivre, professionnellement parlant, et ce qu'il n'avait pas envie de vivre. Il avait trouvé une super bonne opportunité de travail, bon, qui malheureusement a été avortée parce que la meuf lui a mis à l'envers, mais ça, c'était pas prévisible. Donc, il a décidé de démissionner. Toujours est-il que j'ai été tenu responsable de son départ. Sauf que je ne l'étais pas. Bref, on m'a dit tu prends tes affaires, tu dégages maintenant, tu finis même pas tes clients. J'avais une cliente qui posait en balayage ou en couleur, je sais plus, tu finis même pas ta cliente, tu prends tes affaires, tu dégages. Ok, donc j'ai pris mes affaires, je suis parti. Alors ça aussi, petit conseil, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans les 3 salons d'avant. Quand vous avez personnellement un ressenti par rapport à quelque chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en accord et que vous voulez le dire pour vous, faites-le. Par contre, si vous voyez qu'il y a une ambiance de groupe, parce qu'il y avait une ambiance de groupe, il y a dans plusieurs salons, oui, mais ça c'est pas normal, non mais ça on peut pas le supporter, non mais ça vraiment, non mais ça va pas du tout, non mais on en a marre, etc., etc., etc. Luttez pour vos propres batailles.
ne luttez pas pour la bataille des autres. Parce que quand vous allez arriver en réunion, la dernière réunion où il y a eu le gros clash, entre guillemets, parce que moi, j'étais pas d'accord, ils nous avaient présenté le projet, en fait, et ils sentaient qu'il y avait une ambiance de désaccord, et du coup, ils ont fait la réunion. Moi, j'ai parlé. Je m'attendais, au vu de ce que tout le monde disait, à avoir un soutien général. Personne. Personne. Je les ai même mis dedans en leur disant, mais... Parce que, en fait, ils essayaient de temporiser ce que moi j'avais à dire. Alors, moi, j'ai dit ce que je pensais sincèrement de moi-même. Donc, j'avais pas besoin d'être temporisé. Moi, je disais ma pensée. Et je savais, avec les discussions de groupe qu'il y avait eu, que c'était leur pensée aussi. Et en fait, ils devaient se dire, mais attends, il parle en notre nom, entre guillemets, et on va essayer de temporiser ce qu'il dit, parce que ça... Mais moi, je parle pour moi. Moi, je parle pour mon expérience. Bien sûr, j'ai entendu autour de moi. Donc, oui, c'est ce que vous pensez aussi. Et en fait, ils essayaient de temporiser en mode, non, mais bon, ça, on est prêt à l'accepter, mais bon, quand même, ça, par rapport à ça. Et moi, au bout d'un moment, mais je me suis... En fait, j'ai fini par m'emporter contre mes collègues, parce que je leur disais, mais arrêtez. Mais arrêtez. Vous arrêtez pas de dire que ça vous convient pas, de dire que ça, machin, ça devrait changer, que vous n'êtes pas prêt à accepter ça, etc., etc. Et là, maintenant que vous avez l'opportunité, je dis pas que ça va tout changer. Je dis, mais on a le droit de parole. On a le droit de dire ce qu'on pense. Si personne ne dit jamais ce qu'il pense, ça n'avance jamais. Donc, ils étaient là, arrêtez de chercher à temporiser. C'est ce que vous pensez au fond de vous-même. Donc, exprimez-le. Et ça, vraiment, si un jour, il y a une réunion, quelque chose qui ne vous plaît pas et que c'est ce que vous croyez au fond de vous-même, dites-le. Par contre, si vous pensez quelque chose, mais que vous voulez parler au nom d'un groupe et qu'il y a des choses qui s'ajoutent à votre propre pensée avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Parce que potentiellement, vous n'aurez pas de backup. Les gens ne vont pas forcément vous suivre, en fait. Donc, si vous croyez ce que vous dites, si c'est pour vous, dites-le. Mais ne vous lancez pas dans une bataille pour quelqu'un d'autre. Ça n'aboutira jamais. Et ça, je l'ai vécu dans ce salon-là, dans le salon d'avant et dans le salon encore avant. Moi, personnellement, je n'avais pas de problème. Il y avait des réunions avec des problèmes. Et je peux vous dire que les salariés qui ouvraient leur bouche, souvent, ils n'étaient pas accompagnés alors que tout le monde était d'accord avec leur point de vue. Donc, menez votre propre bataille. Ayez confiance en vos convictions, mais ne prenez pas part à la bataille des autres. Sauf si, bien sûr, c'est raccord avec ce que vous pensez à vous. Là, vous pouvez appuyer. Mais ne vous battez pas pour les autres, parce qu'au final, ce salon, on est parti. Les autres, ils sont restés. Et on a bien eu un retour de la part de certains qui avaient eu un concours de retournement de veste vis-à-vis de notre statut. Donc, vraiment, ne vous battez pas pour les autres. Bref. Toujours est-il qu'il y a eu cette réunion, puis il y a eu d'autres histoires, donc ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Il était temps que ça s'arrête, j'ai démissionné, machin, maintenu pour responsable. Bon. Et là, deuxième mauvais feedback, entre guillemets, je vais pour récupérer mes documents. Non, c'était là. En fait, c'est au moment où ils m'ont dit de prendre mes affaires. Je suis sorti et là, on me dit, en fait, on aurait mieux fait d'écouter ce que. En fait. J'aurais, parce que c'est l'un des patrons qui me l'a dit, ils étaient deux. J'aurais mieux fait d'écouter ce que m'a dit votre ancienne patronne. J'aurais mieux fait de suivre ce qu'elle m'avait dit. Et là, je me dis, ouais. Ok. Parce que du coup, il me portait responsable. Donc, j'étais une mauvaise personne. Si moi, je voulais partir, j'avais pas amené quelqu'un d'autre avec moi dans mon délire. Et que je lui avais fait un lavage de cerveau. Et que du coup, j'étais la peste, quoi. Donc, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bah, écoutez, si vous voulez vous baser sur le retour d'expérience d'une personne qui m'a envoyé à un hôpital pour burn-out, bah, tant mieux pour vous, en fait. Mais moi, j'ai rien perdu. Donc, ok, très bien. Donc, ça a juste validé, en fait, ma décision de partir parce que clairement, bah, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Cependant, pendant ces 2 années, je dois reconnaître qu'on avait accès régulièrement à la formation au centre de Sange. Que là, j'ai découvert un côté plus artistique et plus ouvert au centre de formation que ce que j'avais eu pendant que j'étais assistant. Donc, ça a été un vrai plus. L'avantage, entre guillemets, que vous pouvez avoir quand vous intégrez en tant que salarié un réseau de franchise, c'est que vous pouvez avoir accès à des formations beaucoup plus facilement que chez un indépendant. Apprendre à proportion
à prendre toute proportion gardée parce que chez certains indépendants, vous allez faire énormément de formations et dans certaines franchises, on vous y enverra jamais. Donc, je pense que ça risque d'être perturbant parce que j'arrête pas de regarder à droite alors que la caméra est à gauche. Donc voilà, j'ai envie de dire deuxième mauvaise expérience en région parisienne, enfin entre guillemets bonne et mauvaise parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de bonnes choses sur le management parce que je trouvais que la première année c'était top, c'était bien ficelé, même si j'étais pas présent à 100%, c'était bien ficelé. Donc voilà, ensuite j'ai donc intégré un salon à Châtelet-Les Halles, un indépendant. Où au départ on était 5, puis progressivement on s'est retrouvé à 3, mais en fait on était 3, moi à temps plein, ma collègue Sarah avec qui j'avais fait un shooting, que j'embrasse fort si elle regarde la vidéo, qui était à mi-temps, et une apprentie, pour un salon qui est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h ou de 10h à 20h. Donc forcément vous vous doutez bien qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse des heures sup pour que ça reste ouvert. Donc le salon est effectivement resté ouvert du lundi au samedi, tout le mois de mai je crois. Donc moi j'étais là 6 jours sur 7, ouverture, fermeture. Ma collègue Sarah venait un jour de plus par rapport à son mi-temps. Et arrivé à la fin du mois, on envoie notre levé d'heures supplémentaire et on nous paye que la moitié. Voilà. Donc de là part un débat sur pourquoi en fait, pourquoi. Alors moi moitié, ma collègue zéro. Donc en fait ma collègue, ils lui ont dit que comme elle avait 1 heure de moins toutes les semaines sur son mi-temps, ça équivalait aux heures supplémentaires qu'elle avait fait, mais jamais de la vie. Et moi, j'avais pas demandé pour faire les heures supplémentaires. Ah, mais en fait, mec, si ton salon il reste ouvert 6 jours sur 7, tu crois que c'est par l'opération du Saint-Esprit? C'est le petit Jésus qui est descendu dans sa culotte de velours pour venir coiffer les clients? Donc, il a jamais accepté de me payer toutes mes heures supplémentaires. J'ai réussi à récupérer un peu plus de la moitié, mais il n'a jamais accepté de me payer l'intégralité. Franchement, à l'heure actuelle, avec le recul, j'aurais dû l'amener au prud'homme parce que c'est tout ce qu'il méritait. Donc, j'ai quitté ce salon dans lequel j'ai travaillé 6 mois. Et en fait, en croisant mon expérience passée avec l'expérience qu'avait eu Sarah, qui a depuis arrêté la coiffure parce que ils l'ont brisée en fait. C'est vraiment le seul point dans lequel je vais être d'accord entre guillemets avec la conseillère d'orientation sur le fait que c'est un métier dur, mais je pense qu'elle l'entendait pas de cette façon et moi je l'avais pas compris de cette façon-là au début. C'est que c'est un métier très dur, physiquement certes, mais psychologiquement très dur. Parce que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle beaucoup de connards. Donc voilà. Ensuite, j'ai intégré un salon à Neuilly-sur-Seine. Et là, c'était une renaissance. C'était la première fois que j'avais une bonne expérience professionnelle, une full bonne expérience professionnelle en région parisienne. Un mec en or que mon ancien collègue de Châtelet m'avait mis en contact avec, et c'est juste à côté de chez nous. Un mec en or, une équipe super cool avec un mec qui avait bossé à New York, etc. Donc avec qui on s'est super bien entendu. Gentil, mais vraiment gentil dans tous les sens du terme. Pas loyal, mais qui te payait ce qu'il te devait, qui te motivait, pour qui t'avais vraiment envie de travailler, pour qui t'avais vraiment envie de vendre des produits. Ah oui, alors parce que l'histoire des produits où les salons donnent 10% du prix brut non, 10% du prix hors taxe sur votre salaire brut, ce qui fait que vous vendez 1000 balles, vous avez 70 €, mais vous vous attendez à quoi quand on vous vende, qu'on se motive à vendre? Non mais, non en fait, non. Donc lui, il apportait vraiment une motivation. Enfin, ça a été vraiment la validation, entre guillemets, de tous ces changements que j'avais pu faire auparavant parce que je me suis dit, ouais, en fait, ça existe. En fait, ça existe, les bons salons. En fait, ça existe, les bons patrons. Et oui, ouais, j'ai eu raison de quitter tous les salons que j'ai quittés auparavant, même si pour la génération de nos parents, c'est pas forcément cohérent parce que t'as un CDI, t'es censé y rester, même s'ils comprenaient bien que ça se passait pas bien du tout. Et ouais, en fait, j'ai eu aucun regret à ce moment-là parce que, alors, on avait un projet de partir à New York, donc je lui avais dit que je pouvais travailler qu'1 an pour lui parce que potentiellement on allait partir après. Et il avait accepté. Mais génial.
Génial. Donc, ça existe. Sachez que si vous rencontrez des connards qui veulent briser vos rêves, eh ben, faites-leur un fuck en fait. C'est pas grave. Ça matche pas. Vous vous entendez pas avec moi. Je m'entends pas avec vous. On n'a pas les mêmes visions des choses. On n'a pas les mêmes valeurs, le sens du travail, etc. C'est pas grave. Vous allez trouver quelqu'un qui s'entendra mieux avec vous. Et moi, je trouverai quelqu'un qui m'entendra mieux avec moi. Donc, fin de l'histoire, n'ayez pas peur de partir, il y a plein de salons qui recrutent, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Ne vous entêtez pas à travailler pour quelqu'un que vous ne satisferez jamais. Voilà, c'est ça le deal en fait. C'est qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit satisfait de ce que vous lui apportez. On ne peut pas convenir à tout le monde, mais en fait, la vie personnelle ressemble étonnamment, c'est un parallèle avec la vie professionnelle. Vous ne trouverez pas forcément le premier bon mec au premier coup. Vous allez peut-être avoir plusieurs mecs, plusieurs meufs. Alors vous aurez peut-être la chance de trouver le bon du premier coup. Oui, ça existe. Et peut-être que vous conviendrez au début et puis pas après quelques années. Ça vaut dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel. Vous ne pouvez pas correspondre à tout le monde et ils ne peuvent pas vous correspondre à tous les coups. Donc ne cherchez pas à lutter. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous quittez, vous partez, vous trouvez un autre job et puis vous tentez, etc. Alors moi j'ai eu droit. Hein. J'ai eu droit au on va vous griller, vous ne retrouverez plus jamais de job, vous êtes grillé dans le réseau, etc. Mais non, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'avez rien fait de mal, en fait. Vous êtes juste pas d'accord avec eux. Donc, oui, vous allez blesser leur ego. Oui, au début, ils vont être énervés. Ils vont vous dire des choses qu'ils ne devraient pas vous dire. Légalement, ils ne devraient pas vous dire. En tant qu'être humain, ils ne devraient pas. À quel moment tu vas dire à un salarié parce que ça se passe pas bien avec lui, parce qu'il n'est pas d'accord avec tes convictions professionnelles, que tu aurais mieux fait, c'est un exemple parce qu'il finit à l'hôpital, que tu aurais mieux fait de l'écouter l'ancienne patronne parce que finalement, eh ben oui, machin, etc. Mais on va où quoi? On va où? Donc croyez vraiment vos convictions. Si ça se passe pas bien, vous partez et croyez-moi, quand vous trouvez le bon job, eh ben vous vous éclatez en fait. J'ai recommencé. Alors, on me reprochait souvent dans les salons de ne pas être performant, de ne pas faire suffisamment de clients, de ne pas vendre assez, etc. Mais en fait, c'est un ensemble. J'ai intégré le salon de Neuilly. Ça s'est fait tout seul parce que vous vous sentez bien. Le métier de la coiffure, c'est un métier artistique, c'est un métier de main, de contact. On a des échanges avec les clientes. Il y a un lien qui se crée avec les clientes. Il y a toute une ambiance. C'est un ensemble. C'est pas juste un bon coup de ciseau. Il y a d'excellents coiffeurs mais juste un coup de ciseau, ça ne crée pas de lien. C'est plus que ça la coiffure. Tout du moins, selon moi, ça correspondra peut-être pas à la vision de tout le monde aujourd'hui dans la vidéo, mais en tout cas pour moi, la coiffure, c'est plus que juste être un bon coupeur ou un bon coloriste. C'est être une bonne oreille, c'est savoir écouter sa cliente, décrypter ce qu'elle veut, savoir l'écouter si elle n'est pas contente, savoir comprendre ses mauvaises expériences, savoir ça. Et puis en fait, quand elle se livre personnellement, c'est aussi pour nous donner des clés. C'est tout un cheminement qui existe. Et en fait, en intégrant ce salon-là, j'ai retrouvé cette liberté-là. Et j'étais performant dans ce que je faisais. J'avais une super clientèle. J'ai réussi à fidéliser très rapidement. La clientèle achetait des produits. Elles revenaient toutes. Elles étaient super contentes. Elles étaient super déçues quand je suis parti. Ils étaient super déçus quand je suis parti. Et oui, ça existe. Et oui, j'ai bien fait de quitter tous mes jobs avant. Et oui, je vous emmerde si ça vous a pas plu quand je suis parti de chez vous et que j'ai blessé votre ego. Mais vous vous en êtes très bien sorti sans moi après. Et je m'en suis très bien sorti sans vous après. Donc, il n'y a pas de guerre à avoir. J'ai appris des choses de vous. Vous n'avez peut-être pas appris des choses de moi. Vous avez pris ce que vous avez à apprendre. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vos convictions. Croyez en vous et prenez les bonnes décisions. Ne vous entêtez pas. Et surtout, même si vos proches vous disent « oui, mais machin, nanana », c'est pas eux qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. C'est pas eux qui se lèvent le matin avec la boule au ventre, pas envie d'aller travailler parce que vous savez que ça allait pas mal se passer, mais que ça vous correspond pas. Donc eux, s'ils ont envie d'être malheureux dans leur travail, s'ils ont envie de se dire « ouais, bah moi, je lutte au travail, mais j'attends avec impatience le week-end et j'attends avec impatience les vacances », eh ben c'est leur choix. Mais si vous, c'est pas la vie que vous voulez avoir, eh ben changez. Moi, quand je suis arrivé au au salon de Neuilly, mais j'en avais rien à foutre de faire des heures supplémentaires. J'en avais rien à foutre s'il avait besoin de moi un jour de plus, parce que je venais un jour de plus,
Si j'avais besoin d'un jour, il me le donnait. Mais en fait, il n'y avait même pas besoin. L'équilibre se faisait tout seul. C'était fluide. Et quand c'est fluide, mais c'est tellement mieux. Donc au final, on avait ce projet de New York qui est tombé à l'eau à cause du Covid. Ensuite, on a eu un projet d'ouverture de salon à Nice. Donc il fallait que je fasse pas mal de déplacements avec Lucas pour visiter des locaux, etc. Donc en tant que salarié, c'est pas tellement cohérent. Donc je lui ai dit, bon écoute, voilà, j'ai fait les 1 an. On s'était mis d'accord au début. C'est pas pour les États-Unis, malheureusement, entre guillemets, mais là, voilà, on a le projet de Nice. Je vais pas, en fait, je vais pas te bloquer un poste pour ne jamais être là et te demander des congés tout le temps. Je préfère qu'on s'arrête là, trouve quelqu'un d'autre. Et ça s'est très bien passé. Mais parce que c'était fluide. Ça a été fluide du jour 1 au jour 365. Parce qu'au final, on a fait 365 jours ensemble. Donc, au final, on devait signer un bail pour un local à Nice. On l'a pas eu. Mais tant mieux qu'1 jour après, il y a eu la deuxième vague de Covid. Donc, deuxième confinement. Donc, relief de ne pas avoir signé finalement ce bail. Parce que on aurait été bien emmerdés. Ensuite, du coup, je me suis lancé à mon compte. Je m'étais noué d'amitié avec certains clients, donc forcément, il y avait eu des échanges de numéros, on se voyait en dehors du travail, etc. pour boire des verres. Donc, de fil en aiguille, la clientèle a commencé à se faire. Et puis, ah, bah ouais, mais attends, j'ai un super coiffeur, donc il te recommande. Et puis, il y a des copains, des copines, machin. Et puis, la copine, elle va donner ton numéro à ses copines parce que, en fait, tu gères ton travail comme tu as envie de le gérer. Moi, à partir du moment où j'étais auto-entrepreneur, j'ai pris le temps d'écouter mes clientes. J'ai pris le temps d'écouter, de pouvoir changer de marque, de pouvoir travailler. Parce que en salon, on est bloqué avec une marque, par exemple. Mais la plupart des clientes, elles vont avoir des attentes de reflets différents qu'on ne peut pas avoir. J'ai énormément de clientes qui n'aiment pas le roux. Bon, si je fais que du L'Oréal, elles seront rousses à chaque fois. Donc, de travailler à domicile, je peux me permettre de travailler avec des produits différents. J'utilise des Schwarzkopf pour neutraliser le roux parce que ça tient beaucoup mieux dans le temps. Et puis, celles qui veulent des reflets plus chatoyants, je vais travailler avec une autre marque. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a une force d'adaptation. Attends, j'ai plus de batterie. On a une force d'adaptation qui est complètement différente avec les clientes. Et puis, on a surtout un lien qui est complètement différent avec le client. C'est-à-dire qu'elle nous invite chez elle. Donc, c'est forcément beaucoup plus intime. On a des échanges pendant les temps de pause. On boit un café ensemble. Voilà, ils nous racontent leur vie. On leur raconte... Mais c'est un échange. Il n'y a rien de forcé. Il y a des clientes avec lesquelles vous ne parlerez pas du tout. Vous allez attendre pendant son temps de pause. Vous allez aller vous acheter un sandwich. Il n'y aura pas ce lien. Elle vous prendra parce qu'elle aime ce que vous faites professionnellement parlant, mais elles n'ont pas besoin de cet échange. Mais vous allez avoir la possibilité, quand vous avez une cliente qui veut plus, d'avoir ce plus, de pouvoir boire un café avec elle, de pouvoir discuter, vous allez parler de ses vacances, vous allez parler de mode, Enfin, il y a tout un échange qui se fait en fait. Et avec les mecs, c'est pareil. Les mecs, pendant que vous faites une coupe, mais en fait, des fois, ça ne s'arrête même pas à une coupe. Il y a un café qui se prend après la coupe, et puis on tchatche, machin, et puis on se file des bons tuyaux, que ce soit... Enfin, c'est tout un procédé, en fait, ça devient presque... Il y a une forme d'amitié professionnelle. C'est-à-dire que ça reste une cliente, vous devez rester professionnel avec elle, mais le lien est beaucoup plus fort que quand c'est une cliente de salon. Alors, je fais aussi de la conciergerie d'entreprise. Je travaille chez Orange, ils ont un mini-salon, etc. Mais il y a plein d'autres entreprises qui existent. Si jamais vous voulez vous lancer à votre compte, il y a plein d'entreprises qui existent. Vous pouvez aussi travailler en plateau télé. Moi, je l'ai fait passer un temps, un milieu très particulier, très enrichissant, mais très particulier. Et là, je parle entre les coiffeurs, entre les maquilleurs, les horaires, etc. C'est très particulier. Il faut vraiment avoir envie de ça. Vous pouvez travailler dans la mode, vous pouvez travailler... Enfin, il y a plein de secteurs différents qui s'offrent à vous quand vous travaillez en auto-entrepreneur. Donc, si jamais vous êtes malheureux en tant que salarié et vous sentez que vous êtes arrivé au bout de ce que peut vous apporter le salariat, n'ayez pas peur, lancez-vous. Sachez aussi que quand vous voulez vous lancer à votre compte, si vous arrivez à avoir une rupture conventionnelle, vous pouvez percevoir un chômage pour vous accompagner dans votre lancement d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que au début, vous n'allez forcément pas avoir énormément de chiffres. Et vous pouvez avoir le chômage qui pallie, entre guillemets, à votre chiffre d'affaires pour vous permettre de vivre. De vivre le temps que votre entreprise se développe. Et puis après, progressivement, l'objectif, c'est de ne plus dépendre du chômage et de monter progressivement en chiffre d'affaires. Par rapport à New York, le projet s'était relancé l'été dernier.
Ça nous a tenu en haleine jusqu'au mois de janvier et puis en fait ça n'a pas pu se faire, c'était trop compliqué avec les avocats, etc. Et puis il y avait quand même pas mal de vagues de Covid, il y a eu un vrai durcissement au niveau de la réglementation pour le type de visa qu'on voulait faire. Donc c'était devenu très compliqué et en fait ça faisait quand même, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on avait trouvé le job, le mec nous avait quand même énormément attendu, c'est lui qui nous avait relancé certes, mais je pense qu'au bout d'un moment il y a l'usure et du coup le projet n'a pas pu prendre place. Cependant, un autre projet en place, finger crossed, parce que potentiellement, ça va cette fois aboutir. Je croise les doigts, je touche du bois, de la peau de singe. On espère pouvoir vous en parler très bientôt. On espère. Vraiment, je ne me projette pas, mais on espère. Donc voilà, j'ai réussi à faire 20 minutes plus court que la vidéo précédente. Donc je suis assez fier de moi. Toujours est-il que par rapport à ce que moi je tire de mon expérience personnelle, si vous faites le choix de vous lancer dans la coiffure, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, vous n'allez pas pouvoir correspondre à tout le monde et tout le monde ne pourra pas vous correspondre. Tout comme dans votre vie personnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est un métier dur, physiquement, au début. Il y a une vraie habitude à prendre. C'est un métier dur psychologiquement parce qu'il y a énormément d'ego et on va vraiment chercher à vous briser. C'est un métier dur parce qu'il est dévalorisé. Donc, on peut se dire que c'est dévalorisant, mais c'est ne voir qu'une partie infime de ce que peut offrir la coiffure. Donc, il est dévalorisé d'un point de vue financier. Donc, vraiment, vraiment, négociez vos salaires. Négociez vos salaires. Vous pouvez le faire. Il y a une vraie carence dans les coiffeurs. Si vous êtes motivé, que vous connaissez votre valeur professionnelle, dans tous les métiers, on vous apprend, dans toutes les écoles, commerce, machin, etc., on vous apprend à calculer votre valeur professionnelle. Nous, on ne nous l'apprend pas à l'école. Bien malheureusement, du coup, on se laisse avoir. Mais négociez. Vous avez une valeur professionnelle, vous allez apporter quelque chose à l'entreprise, vous allez travailler, vous méritez un salaire. N'ayez pas peur de partir. Si ça ne vous correspond pas, partez. À la rigueur, si vous avez envie de tester, luttez une fois pour voir ce que ça fait, pour apprendre, entre guillemets, de cette erreur, parce qu'on le fait inconsciemment, en fait. Vous n'allez pas forcément réussir du premier coup à voir tout ce qui gravite autour de vous. Donc, n'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de défendre vos convictions. Ça plaira pas. Potentiellement, ça plaira. Potentiellement, ça fera bouger les choses. Ne vous battez que pour votre bataille. À moins qu'il y ait des points de connexion avec la bataille de quelqu'un d'autre. Ne vous battez jamais, jamais, jamais au nom des autres. Si eux-mêmes ne veulent pas prendre la décision de se battre pour leurs convictions, s'ils ont envie d'être malheureux au travail, s'ils ont envie de passer leur journée à se plaindre dans les salles de repos après avoir fait leur cliente, parce qu'ils n'ont pas eu le temps avec leur cliente, parce que leur planning est mal géré, parce qu'ils avaient dit qu'il fallait tant de temps, parce que il y en a marre, parce qu'on n'est pas bien payé, parce qu'on n'a pas les vacances quand on veut, parce que machin, parce que ci, parce que ça. Eh ben c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous avez vos convictions, si vous avez envie de vous battre pour, battez-vous. Si vous n'avez pas envie, eh ben ne le faites pas, luttez inutilement et surtout ne vous battez vraiment, vraiment, vraiment pas pour les autres. Sachez que dans toutes les expériences que vous allez vivre, il y aura toujours quelque chose à prendre, que ce soit dans les formations, que ce soit chez vos collègues. Inspirez-vous de vos collègues, de vos bons collègues qui ont des coups de main de fou, qui ont des techniques de fou, qui ont un savoir-être, parce qu'il y a des coiffeurs qui seront excellents techniquement et qui seront très mauvais dans le savoir-être, et des salons qui seront moins bons techniquement et qui seront géniaux dans le savoir-être. Donc, inspirez-vous d'eux, vraiment absorbez tout ce que vous avez absorbé. Absorbez aussi ce qui est mauvais, c'est-à-dire retenez ce que vous ne voulez pas plus tard, apprenez ce que vous êtes prêt à endurer et ce que vous ne souhaitez plus endurer. Parce que sachez que si vous faites le choix de ne plus endurer, vous pouvez potentiellement trouver vraiment, vraiment le bonheur professionnel, l'épanouissement professionnel. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut réussir à trouver l'épanouissement professionnel. C'est un peu comme si vous vous mettiez dans une relation personnelle et que vous luttiez au quotidien pour que ça fonctionne.
Je l'ai fait une fois. D'ailleurs, ma situation professionnelle en empathie, parce que les deux sont connectés. Quand vous n'êtes pas épanoui au travail, vous n'êtes pas épanoui à la maison non plus. Donc, vraiment chercher cet épanouissement professionnel et personnel et tout ira bien. Ne luttez pas inutilement, arrêtez de perdre du temps. Enfin, et j'adore cette phrase, vous allez quand même pas vous laisser emmerder toute votre vie par un connard alors qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre.